Ouais. Donc je vous remercie de votre présence. Je pensais que le thème de l'indignation allait susciter beaucoup plus d'intérêt, notamment avec coup de gueule calédonien sur Facebook. Je crois que c'est une spécialité calédonienne, l'indignation. Mais visiblement, on est plus intéressé par le fait de justement exprimer ses émotions que par en comprendre les mécanismes. Donc ce soir, on va essayer un peu de voir au-delà de cette passion avec deux cas précis et qui se recoupent. Alors je n'ai pas le... parce que enfin, Muduru ou Colin Johnson a écrit... donc en fait, c'est un auteur, pour vous refaire un peu l'historique, c'est un auteur qui a publié pendant très longtemps sous l'identité aborigène, et dans les années 90, en 96, il a été révélé qu'il n'était pas aborigène du tout, donc il avait usurpé quelque part cette identité. Il a publié des romans, des pièces de théâtre, etc. Je crois que le Centre Chibaou doit en avoir quelques-uns. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez poursuivre cette conférence par lecture de ses œuvres. C'est loin d'être inintéressant et il a d'ailleurs un regard assez, on va dire, juste sur la condition aborigène, même si il n'en fait pas partie. Une condition, enfin un regard de l'intérieur très empathique et très qui reflète plus ou plus justement la condition aborigène que les auteurs européens qui en parlent. Et c'est un peu le problème de François Garde, qui lui n'est pas du tout, enfin donc on peut dire qu'il est complètement étranger à cette culture, et qui a malgré tout publié un roman, Ce qu'il advint du sauvage blanc, voilà, qui est sans doute aussi disponible à la médiathèque. Et c'est ce roman qui a suscité l'indignation, notamment d'une critique, donc Stéphanie Anderson, qui, elle, est anthropologue, donc qui n'est pas critique littéraire, ou voilà. Donc c'est sur ces bases que je vais faire ma conférence ce soir. Donc deux auteurs, tous les deux non aborigènes, l'un qui a vécu cette condition de l'intérieur en tant que presque adoptif de cette culture, l'autre complètement externe, avec un regard européocentrique sur la condition aborigène. Et voilà ce que ça donne. Donc, ne vous indignez pas, représentation littéraire, critique et émotion, le cas de Colin Johnson et de François Garde. La représentation des affects en littérature dispose d'un espace fécond pour se déplier dans le texte, par la médiation du langage. Mais gardons-nous d'oublier qu'il reste de papier. En revanche, ce qu'il déclenche chez le lecteur sont bien réels, et nombreux sont les écrivains qui avouent être davantage sensibles à l'émotion que peut susciter leur livre chez le lecteur, plutôt qu'à des compliments sur l'élégance de leur style. Parfois, ils en viennent même à souhaiter que les affects sollicités par le texte court-circuitent le jugement littéraire. Force est de reconnaître que, lorsque cela est bel et bien le cas, la situation ne tourne pas toujours à leur avantage, comme en attestent les controverses autour des cas de Colin Johnson et de François Garde. Doit-on restreindre ce que j'appellerais la licence poétique des auteurs en leur interdisant d'aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ? Peut-on entacher l'esthétique d'une œuvre au nom de l'éthique ? Les représentations littéraires ont-elles la capacité d'être nuisibles alors que le roman est censé échapper au mouvement du vrai ? Dans quelle mesure les indélicatesses d'un auteur parviennent-elles à nous renseigner sur le statut de la fiction ? Sinon, comment ce qui est dépourvu de tout objet réel peut-il susciter de véritables émotions chez le lecteur ? Voici quelques interrogations qui, je l'espère, donneront lieu à des pistes de réflexion au cours de mon exposé. Donc, deux romanciers au cœur d'une polémique. Force est de constater, à la lumière des polémiques littéraires qui éclosent ici et là en Australie,
que la question de la représentation littéraire est un sujet sensible, a fortiori lorsqu'il s'agit du traitement des cultures aborigènes. Alors, pour un résumé des polémiques, je vous renvoie au panorama, il est disponible aussi à la bibliothèque, et vous aurez toutes les supercheries littéraires traitées dans un article. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ça ici, je vais passer à la suite. Donc revenons en premier lieu sur le cas de Colin Johnson, alias Mudruru, surnom aborigène dont il s'est affublé pour publier ses premiers romans. Cruelle ironie du sort, Mudruru venait tout juste d'être nommé lauréat du prestigieux Ruth Edney Curry Award pour la qualité de ses écrits aborigènes, lorsque ses lecteurs apprirent que l'auteur en avait pris très à son aise avec la vérité, en laissant un petit détail dans l'ombre, détail qui devait plonger le sérail de l'édition et de la critique dans la consternation. En 1996, une journaliste australienne, Victoria Lawrie, jetait un pavé dans la mare en récusant la filiation aborigène de Colin Johnson. Comme pour confirmer les soupçons qui pesaient sur sa filiation depuis 1955, les lecteurs de The Australian Magazine apprirent la non-appartenance génétique de l'écrivain à la communauté aborigène. Comment en aurait-il pu être autrement avec un père d'origine afro-américaine et une mère de souche irlandaise? Une duplicité ironique à souhait puisque Johnson se posait en expert sur la condition aborigène en qualité de critique et d'auteur, alors qu'il ne possédait aucune légitimité. Colin Johnson, qui habituait ses lecteurs à d'incessantes métamorphoses identitaires, puisqu'il a changé 4 fois de nom dans sa carrière d'écrivain, ne s'est pas encore totalement expliqué sur la question. Cette controverse n'est pas sans jeter dans l'embarras la communauté littéraire qui avait fait de cet auteur le porte-étendard de la cause aborigène. Alors que David Unaipon n'a pas usurpé sa réputation de premier mythographe et donc d'écrivain aborigène grâce à son Native Legends, publié en 1929, Colin Johnson, lui, fut consacré à tort premier romancier et théoricien aborigène, avec Wildcat Falling et Writing from the Fringe. Donc le premier publié en 1965 et le deuxième en 1990. Cela dit, Johnson n'a jamais dissimulé sa méconnaissance de la langue Koori, même si par ailleurs, et plus d'une fois, il fit montre d'une connaissance intime de la culture aborigène. Et c'est un peu tout ça le problème de Colin Johnson, c'est-à-dire que on ne peut pas dire franchement qu'il ne soit pas aborigène, si ce n'est génétiquement, parce que il a tellement été bercé par cette culture qu'il possède la connaissance partagée de cette culture. Engagé dans divers mouvements de défense et de protection des tribus et du patrimoine aborigène, il a pendant longtemps étudié puis enseigné les problématiques de la question aborigène dans les universités australiennes. En s'inscrivant dans la lignée des scandales littéraires australiens, Mudruru est devenu un brandon de discorde pour la critique universitaire. Alors que d'aucuns n'hésitent pas à se montrer charitables en invoquant divers motifs, d'autres l'ont consigné au limbe. S'il est loisible à chacun de porter Johnson au pinacle ou de le clouer au pilori, il est cependant nécessaire de faire abstraction des indélicatesses de cet écrivain afin de faire l'économie d'un jugement moral. On n'est pas là en train de mesurer la dimension éthique de cette supercherie, mais on essaie de voir plus loin que ça. En faisant bonne mesure, un champ de réflexion pourra s'ouvrir sur le fond du problème littéraire qui se pose. Le cas de François Garde est différent car la polémique ne résulte pas d'une supercherie d'une supercherie identitaire, mais plutôt d'une réaction affective par rapport au contenu de son roman. Donc, auteur d'un premier roman remarqué, puisqu'on lui a décerné le prix Goncourt 2012 dans cette catégorie-là, François Garde n'en est pas à son premier jet d'encre, ayant toujours beaucoup écrit, notamment dans la catégorie documentaire. Ce qu'il advint du Sauvage Blanc est un roman très travaillé et s'inspire en partie de son expérience dans le Pacifique, puisqu'il était en Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, pendant de très longues années, bien qu'il n'était pas dans le propos de l'auteur d'en faire un roman historique, ni une biographie, même romancée, de son héros.
Gard, qui avoue après que le scandale est éclaté que, je cite, cette fiction est plus rêvée que documentée, dit n'avoir, je cite, gardé de l'histoire vraie que l'essentiel, cet homme qui a oublié sa langue et son nom. Fin de citation. L'auteur déclare en outre, je cite, « J'aurais pu faire des recherches dans les archives, l'histoire orale, étudier l'ethnologie des aborigènes du nord-ouest de l'Australie et des marins paysans de Vendée, mais cette méthode eût certainement étouffé mon imaginaire. » Fin de citation. Et depuis mai 2002, Stéphanie Anderson, chercheur en anthropologie, auteur d'un livre documentaire justement sur Narcisse Pelletier, qui est le personnage principal de ce qu'il advint du Sauvage Blanc, c'est le Sauvage Blanc en question, donc s'est indigné sur quelques sites internet et blogs de la teneur du livre, et notamment sur, de la représentation du peuple Utalnganu, excusez-moi pour la prononciation, qui est en fait un des groupes linguistiques des Pamamangakana, ou Sand Beach People, les gens des plages sablonneuses. Ces indignations sont riches d'enseignements puisque les cas Johnson et Gard posent à nouveau frais l'épineuse question du droit de la représentation d'une culture qui vous est étrangère. Donc voyons à présent le droit à la représentation et le statut de la fiction. Tout bien pesé, de manière indirecte, l'on reproche surtout à Colin Johnson et à François Gard leur manque de légitimité pour représenter les aborigènes. Pour ce qui est de Colin Johnson, c'est précisément le grief majeur de la communauté aborigène, représentée notamment par l'universitaire Koori Anita Heiss, qui était invitée en Calédonie, je crois, en 2003 pour le premier salon, pour le premier silo, si ma mémoire est bonne. Ou non, 2009 c'était, je ne sais plus. 2008 Donc voilà. Mais elle est venue. À lire son livre documentaire Duhulu Yala to Talk Straight, cette dernière interpréterait l'aborigénalisation factice de Johnson comme un pillage du patrimoine culturel aborigène, sinon comme une forme d'appropriation et d'exploitation néocolonialiste. Mais il faudrait voir aussi que ce scandale littéraire pose plus largement le problème du droit à la représentation. Faut-il laisser aux aborigènes l'exclusivité du droit à la représentation de leur peuple? En d'autres termes, faut-il être aborigène pour dépeindre des personnages aborigènes ou leur mode de vie? Il est alors possible que la littérature australienne se retrouve dépouillée de ses plus beaux titres, comme The Chant of Jimmy Blacksmith de Thomas Keneally, The Savage Crows de Robert Drew, ou The Seal Woman de Beverly Farmer, ou Remembering Babylon de David Malouf, ou The Custodians de Nicholas Joyce, Serpent Dust de Deborah Adelaide. Je vais pas tous les citer, mais il y a énormément de titres et d'auteurs illustres qui ont incorporé donc des personnages aborigènes dans leur fiction. Doit-on transposer à d'autres domaines les restrictions qui s'appliqueraient aux ethnies? Car dans un ordre d'idées voisin, pourquoi ne pas interdire à un homme d'écrire sur la condition féminine, ou inversement? Un cas d'école comme celui de l'écrivaine Ethel Robertson, qui se cacha derrière un pseudonyme masculin, Henry Handel Richardson, pour raconter la vie de son protagonisme éponyme largement inspiré de son père dans la trilogie littéraire intitulée The Fortunes of Richard Mahoney, publiée en 1930, est une invite à réfléchir sur le droit à la licence poétique. Et pourtant, le contrôle étroit de la production écrite est une arme précieuse dont les aborigènes disposent afin de ne pas véhiculer une image inexacte, c'est-à-dire erronée, caricaturale ou lacunaire, de leur peuple, qui pourrait leur être préjudiciable. Et là, je vais faire une petite pause parce que je suis en ce moment dans un nouveau projet en train d'étudier l'apport des neurosciences pour les questions littéraires. Et en effet, de nombreuses expériences qui ont été conduites prouvent que la littérature, notamment la fiction, a un impact certain sur le cerveau. J'en parlerai un peu plus à la fin de cet exposé, mais la seule chose, c'est que à l'heure actuelle, on ne sait pas à quel point cet impact peut être déterminant. C'est-à-dire que il y a des suspicions pour que ça modifie, on va dire, de manière temporaire le cerveau, parce que les expériences sont mesurées après, évidemment, les résultats sont mesurés juste après les expériences, donc et non pas 4 jours ou 10 jours après, ou voilà.
Donc on sait que ça a un impact immédiat, certain, et peut-être que la recherche nous dira plus dans quelques années. En tout cas, tout ce que l'on lit est absorbé et aussi a un impact sur notre intellect. Donc c'est précisément l'impact négatif que semble avoir le roman de François Garde. La mise en place de cette censure tacite par le biais de protocoles à suivre scrupuleusement semble faire l'unanimité parmi la communauté littéraire aborigène. En témoigne la réaction d'Alexis Wright qui souligne les avantages de cette politique éditoriale. Donc Alexis Wright, c'est un des auteurs aborigènes les plus primés en Australie. Elle a eu le Miles Franklin Award pour Carpentaria. Et donc le deuxième auteur aborigène qui a reçu d'ailleurs à 2 reprises ce Miles Franklin Award, qui est l'équivalent de notre Goncourt, c'est Kim Scott. Donc voilà ce que Alexis Wright dit. Nous sommes en mesure de dire des choses que d'autres personnes ne pouvaient ou ne voulaient pas dire, des choses que des esprits obscurcis par leurs propres valeurs abordaient en employant des termes qui ne nous représentaient pas avec justesse. C'est un problème qui perdure. Il me semble parfois qu'il est plus facile pour les autres de s'informer sur le peuple aborigène via les allogènes, et c'est toujours d'actualité. Quand les Allemands viennent visiter l'Australie centrale, le livre sur le peuple aborigène dont ils raffolent est Le Chant des Pistes, de Bruce Chatwin, qui véhicule une image inexacte de notre peuple. Mais il est impossible d'empêcher tout le monde d'écrire à propos des aborigènes. Fin de citation. Si Alexis Wright prétend ne pas être affecté par le poids de la censure, ses propos finissent par appuyer le fait que protocole et acte de création demeurent aux antipodes l'un de l'autre. À l'un la restriction, à l'autre le sentiment d'omnipotence. Lorsque nous lui avons demandé si elle pensait pouvoir s'exprimer sur n'importe quel sujet, elle avouait à demi-mot ne pas avoir toute l'attitude pour narrer ses histoires. Donc cet entretien date de 2003, je tiens à préciser. Il a été publié en 2004 aux États-Unis. Peut-être qu'un jour je pourrai m'exprimer sur tout, dit-elle. Je dois observer certains protocoles lorsque j'écris. Par exemple, j'habite à Alice Springs, mais je n'écris pas à propos de cette ville, car ce n'est pas ma terre traditionnelle. Je peux le comprendre, et il ne me viendrait pas à l'esprit de parler de l'Australie centrale, sauf si on me le demande. Sauf si on me le demande. Cependant, on me l'a bien demandé avec Grog War, un livre documentaire qui retrace la lutte du peuple Warramungu pour limiter la consommation d'alcool à Tennant Creek, au nord d'Alice Springs. Le conseil Julalikaari m'a demandé si je pouvais composer ce livre, et j'ai écrit ce qu'il voulait que j'écrive. J'ai passé beaucoup de temps dans la région à mener des entretiens avec de nombreuses personnes. À mesure que j'écrivais le livre, j'ai soumis chaque chapitre afin qu'il puisse prendre connaissance, et une fois le manuscrit achevé, j'ai été à Tennant Creek et je me suis assis en compagnie des locaux et j'ai lu l'intégralité du manuscrit afin qu'ils puissent apporter les modifications nécessaires. Fin de citation. Il ressort de ces propos que les dits protocoles représentent un frein aux auteurs aborigènes qui souhaiteraient se dépendre de leurs préoccupations géoculturelles pour émanciper leur littérature. Sous un autre angle, leur mise en place canalise la pensée créative et s'interprète comme une mesure coercitive qui mésuse de la notion de littérature tout en établissant un rapport ancillaire entre, ou du moins un rapport de subordination entre l'écrivain et la communauté aborigène, garante des valeurs et des traditions de leur peuple. Le cas de Colin Johnson est intéressant dans la mesure où il apporte la preuve irréfutable que l'on peut parler de choses et de conditions qui vous sont étrangères. Sans être Corey, il s'est exprimé sur la condition aborigène et n'a pas eu besoin de demander l'imprimature à la communauté aborigène pour publier ses livres. Dès lors, les revendications exprimées par Anita Heiss se révèlent plus politiques que littéraires. Sous l'influence du politiquement correct, cette pétition représente une forme de censure qui vise à canaliser les esprits et la créativité des auteurs. Cette pression soumet l'individu, soit l'auteur, à la loi du collectif, que représentent les diverses communautés autochtones, et renvoie à une conception aborigène de la littérature très répandue, qui est en fait une conception d'une littérature engagée. Et c'est une, on va dire, celle de la conception de la littérature de l'Australie autochtone s'entend comme un espace d'expression qui s'ouvre sur une dimension politico-sociale au service d'une communauté.
Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, précisément, c'est que avec leur vision de la littérature, ils un peu redéfinissent le genre littéraire. C'est-à-dire que en Occident, on a l'habitude d'avoir un auteur qui gère sa production, il crée, et voilà. Et même s'il y a eu des cas de romans avec plusieurs mains qui ont signé le roman, hein, donc des collectifs, etc., c'est pas le même esprit. Là, c'est que l'œuvre littéraire doit faire consensus au sein d'une communauté. Et c'est une notion qui est quand même assez intéressante. L'on reproche aux auteurs non aborigènes, qui dépeignent la condition aborigène dans leurs écrits, à l'instar de François Garde, de posséder une connaissance lacunaire de cette culture, d'intégrer des aborigènes dans leurs récits pour la forme, ou de corrompre leur image. Et ça, c'est pas faux, parce que... Alors, je vais quand même vous lire un extrait du roman de François Garde pour que vous ayez un peu une idée, si vous n'avez pas... Donc j'ai pris au hasard, j'avais pris la page 114, et je vous lis un extrait, donc... j'espère que vous êtes bien accrochés. Les sauvages chantèrent un moment. Si l'on peut appeler chant ces mélopées tremblotantes, entrecoupées de claquements de langue ou de mâchoires, où les voix aigrelettes des femmes dominaient les grognements des hommes. Puis ce fut l'heure du dormir, sous un ciel d'un noir d'encre. Ils se couchèrent sous de frêles abris de feuillage, chaque homme avec une ou deux femmes et quelques marmots, les jeunes un peu plus loin dans la forêt. Je ne vais pas poursuivre, mais vous avez bien compris que dans cet extrait, la représentation des aborigènes est loin d'être charitable. Mais là encore, sans trop dévoiler la suite de mon exposé, il est difficile de déterminer si c'est la vision personnelle de l'auteur. Et ça, il faudrait peut-être bien le connaître pour savoir s'il a des visées ou des pensée colonialiste, ou s'il a essayé de retranscrire l'époque, puisque c'est un récit qui se passe au XIXe siècle, et de nombreux écrits à cette époque étaient tournés dans cet esprit. Donc, là encore, je ne suis pas là pour non plus dire qui a raison, mais voilà, il y a ces deux vues qui sont un peu conflictuelles. Parmi ces nombreux griefs, Stephanie Anderson dénonce la représentation de mœurs légères, d'une sexualité permissive et impudique, notamment une scène de viol aggravée d'exhibitionnisme, une stéréotypie de la laideur, ça on a pu en avoir un extrait à l'instant, une tendance à l'infantilisation, une vision simpliste, voire un dénigrement de ces populations autochtones. Tout ça est disponible sur Internet, il suffit de taper Stephanie Anderson et puis... Alors, c'est question concernant ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde, lauréat du prix Goncourt du premier roman. Voilà, vous mettez ça dans Google et vous allez tomber facilement. Et d'ailleurs, elle a traduit ça en anglais aussi. La litanie de doléances de Stephanie Anderson et ses commentaires sur ce que la fiction devrait ou ne devrait pas se permettre nous ferait presque à croire que cette dernière porte un regard assez naïf sur la littérature. Contre tout bon sens, elle semble attendre du roman une révélation, pour ne pas dire une vérité qui doit s'entendre ici comme un principe certain qui met le doute en échec. Est-il besoin de rappeler que si d'ordinaire le signe linguistique renvoie à un référent, donc par exemple, je parle d'une chaise, voilà, c'est une chaise dans la réalité, c'est à 4 pieds. Donc, si le signe linguistique renvoie à un référent, quand une chose est dite, elle est effective car elle existe ou se produit dans la réalité. Il en est autrement dans l'univers de la fiction où, je cite Cordès et ses associés, où le renvoi à un référent absent est caractéristique du discours littéraire, dont le référent est toujours imaginaire. Donc, si j'écris une chaise, je ne parle pas de cette chaise, je parle d'une chaise et je peux la concevoir comme je la veux dans mon esprit, et le lecteur pourra la concevoir comme il le souhaite aussi dans son esprit. Si votre chaise est à 3 pieds en forme de trépied, c'est votre conception de la chaise. Mais quand j'écris « je suis assis sur une chaise » dans un récit, ça ne renvoie pas forcément à une chaise telle qu'on la connaît dans la réalité. Par conséquent, il y a quelques incongruités, a fortiori pour le lecteur professionnel. Donc le lecteur professionnel, excusez-moi, je vais faire des digressions, mais c'est ce que j'ai défini dans
plaidoyer qui est aussi disponible à la bibliothèque. C'est pas le lecteur qui est payé pour lire, mais c'est le lecteur qui doit lire dans un cadre, dans le cadre d'un devoir qui lui est imposé. Donc ça peut être l'étudiant à la fac, on lui met au programme, je sais pas, les liaisons dangereuses. Donc voilà, lui devient lecteur professionnel. Et c'est important de faire cette distinction entre lecteur professionnel et lecteur amateur, tout simplement parce que les objectifs sont différents et l'attention est différente aussi. Il y a une attention proprement littéraire pour les lecteurs professionnels. On va être là, on va avoir une attention plus soutenue parce qu'on va rechercher des réseaux de métaphores, etc., des choses bien. Alors que quand vous êtes lecteur amateur, donc c'est pour la lecture d'agrément par exemple, vous lisez un texte sans vouloir absolument vous laisser, enfin, de connaître les coulisses de l'écriture et essayer de comprendre l'organisation de narrative. Donc du coup, vous vous laissez plus bercer par la sémantique, par l'histoire, que par son architectonique. Donc son architecture, si vous voulez. Oui, architectonics en anglais. Je crois que j'ai dû faire un anglicisme là. Donc, je disais qu'il y a quelques incongruités, a fortiori pour le lecteur professionnel, à vouloir se lancer dans une quête de vérité au sein d'un espace qui ne le permet pas. À tout le moins, la mission première que s'assignent les romanciers, et François Garde fait nullement figure d'exception, est peut-être celle de raconter des histoires qui échappent à l'épreuve de vérité. Précisément parce que la fiction désigne une construction dont on peut présumer qu'elle n'a aucun corrélat dans la réalité. C'est une idée sans idéa, sans objet réel, dira Samuel Lépine dans un article. Cette formule rejoint in fine l'opinion de Peter McCormack aussi, qui déclare que l'écrivain de fiction simule la référence parce que la nature des phrases fictionnelles est telle qu'il ne peut faire référence à quoi que ce soit. L'écrivain qui s'exprime dans un récit documentaire entend bien faire référence à quelque chose. Par contraste, l'écrivain de fiction ne fait que simuler cette fonction référentielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui formule toutes ces critiques, donc Stephanie Anderson, elle a écrit un documentaire sur Narcisse Pelletier. Donc, tout ce qu'elle a écrit fait en effet référence à une réalité. François Garde, lui aussi écrit un livre sur Narcisse Pelletier, mais c'est une fiction. Et lui, donc du coup, devrait avoir un peu plus de latitude pour narrer ce qu'il veut, parce qu'on n'est plus en train de partager des faits qui vont être pris pour argent comptant. D'ailleurs, les faits s'opposent à la fiction. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais voilà. Donc, de l'aveu général, le roman et le récit historique sont deux exercices de style qui ont chacun leur spécificité. Si faire des entorses à la vérité est contraire à la déontologie de tout historien digne de ce nom, il en va autrement dans l'univers de la fiction. L'œuvre littéraire échappe au mouvement du vrai, au moment même où le romancier fait œuvre d'imagination lorsqu'il affabule ses intrigues, nous proposant ainsi un monde de possibles, c'est-à-dire une potentialité que les Oulipiens n'ont cesse d'explorer. Les Oulipiens, c'est l'Oulipo, ouvrard de littérature potentielle, ce sont ceux qui expérimentent beaucoup avec la fiction. Voilà, je sais pas. Ce que Stephanie Anderson semble avoir omis sous le coup de l'émotion, à savoir la licence poétique du romancier, François Garde le revendique peu ou prou en vêtant ses personnages aborigènes de tatouages en dépit du bon sens. Évidemment que les aborigènes n'ont pas dans leur culture cette tradition du tatouage, c'est plus polynésien, mais voilà, il l'insère dans ses livres. Donc, et ce qu'il dit, c'est certes les aborigènes ne sont pas tatoués, mais le roman ne traite pas des aborigènes. Il évoque le regard occidental sur les cultures lointaines. Les caractéristiques de la tribu évoquée dans le roman empruntent à divers peuples du Pacifique, ou plutôt au grand nom de l'ethnologie du Pacifique. Non pas pour en faire une marqueterie ou un méli-mélo, mais pour y puiser ici le rôle central du don et du contre-don. Là, les violences faites aux femmes, ailleurs un rapport différent à la propriété, etc. Ces étrangetés n'ont d'intérêt romanesque qu'elles déstabilisent Narcisse à son arrivée et font réagir ses contemporains à son retour. Donc, si on comprend bien la position de François Garde, c'est de dire que on a l'impression que c'est une tribu aborigène que je représente dans le livre, mais en fait,
c'est une tribu composite de toutes les cultures du Pacifique, si j'analyse sa citation. Alors, là où on pourrait lui donner un peu de crédit par rapport à ça, c'est le fait que bon nombre de romanciers utilisent cette technique pour créer leurs personnages. Vous demanderez ça autour de vous aux écrivains que vous connaissez, mais il n'est pas rare que les romanciers prennent 2-3 personnages qu'ils connaissent dans la réalité et les fusionnent en un seul pour leur donner plus de lustre, sans quoi ils n'auraient peut-être pas, on va dire, l'éclat qu'ils auraient dans la réalité. Et là, je fais encore une digression. Ce qui est intéressant, c'est de finalement se rendre compte que la fiction n'échappe pas au mécanisme, si vous voulez, d'écriture que l'on retrouve dans le théâtre, où il faut à chaque fois forcer le trait pour intéresser les spectateurs ou les lecteurs. Voilà. Retrouver notre quotidien dans un roman, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fascinant. Il y a eu des expériences qui ont été menées à ce sujet. Le nouveau roman, voilà, Nathalie Sarraute. Je suis pas sûr qu'au-delà de l'expérience, ce soit des œuvres qui aient particulièrement marqué les esprits. Donc, face à l'indignation de l'ethnologue qui amalgame volontiers les catégories documentaire et fiction et finit par stigmatiser les latitudes littéraires en se crispant sur les inexactitudes culturelles qui émaillent ce qu'il advint du Sauvage blanc, François Garde prend soin de préciser un peu plus loin dans le même entretien: l'approche du romancier n'est pas une approche académique. Évaluer celle-là aux critères de celle-ci n'a pour moi aucun sens. Je revendique cette liberté. Fin de citation. Donc là, j'aborde ma troisième partie, qui est la dernière, et qui va donc s'intéresser de plus près au mécanisme de l'indignation. Donc de l'indignation, l'emprise affective dans l'expérience esthétique. Force est de constater que l'indignation, intégrée au système de la colère et qui peut être provoquée par le dégoût, esthétique, moral ou autre, n'a pas bonne presse. Au registre des sentiments négatifs, tels la peur, le dégoût et la tristesse, l'indignation fait à la fois partie des émotions fortes, à réaction vive, comme la peur ou la colère dans la division bipartite opérée par William James dans son précis de psychologie, et aussi des fameuses émotions déplaisantes, éponymes, identifiées par Sian Ngai. Donc, je prononce sans doute mal son nom de famille, c'est N-G-A-I, elle est américaine, et elle a écrit Ugly Feelings, qui a été publié par Harvard University Press en 2005. Donc, état anti-hédonique, hédonique voulant dire qui apporte du plaisir, anti-hédonique contre le plaisir, donc état anti-hédonique par excellence, l'indignation est donc forcément source de déplaisir. Jean-Marie Schaeffer rappelle dans L'expérience esthétique, un ouvrage qui est sorti en 2015 chez Gallimard, je cite, qu'une théorie des émotions esthétiques ne saurait se distinguer d'une théorie générale des émotions. Et je le rejoins sur cet aspect, en effet. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de quasi-émotions, des émotions feintes ou des semblants d'émotions dans l'expérience esthétique. Pas plus qu'il n'y a d'émotions spécifiquement esthétiques. Alors, je vais pas rentrer là-dedans en détail, mais il y a de nombreux philosophes qui ont essayé d'exprimer, enfin, de trouver une solution à ce qu'on appelle le paradoxe de la fiction, qui est ce que j'ai énoncé dans mon introduction, à savoir comment un personnage qui n'est pas un objet, enfin quelque chose qui existe, puisse susciter des émotions réelles chez le lecteur. Et donc, parmi toutes les théories qui s'articulent autour de la feintise, de la simulation, etc., il y a eu ces fameuses théories de quasi-émotion. Donc, c'est pas tout à fait des émotions, ça peut être des semblants d'émotions, etc. Il faut bien comprendre que si l'on traite d'émotions en rapport avec la littérature, elles sont essentiellement de trois ordres. Il y a les émotions du lecteur. Elles existent, elles sont là. Et il y a les émotions de l'écrivain. Il y a ensuite des émotions qui sont pas des émotions, qui sont des représentations d'émotions, et ça, c'est ce qu'il y a dans le texte. C'est ce que j'appelle les émotions de papier. Donc, si on décrit la passion, c'est une représentation de la passion, ce n'est pas une émotion.
Voilà. Et ensuite, bon, tout peut se discuter, mais par rapport à ça, il ne faut pas commettre le même impair qu'une personne qui s'imaginerait qu'un personnage, voilà, c'est réel, comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Enfin, non, j'extrapole un peu, mais c'est vrai que la dimension affective est tellement importante que parfois les choses ne sont pas claires dans nos esprits. Donc voilà. Au chapitre dans lequel il tente de, je parle de Schaffer toujours, hein, Jean-Marie Schaffer, au chapitre dans lequel il tente de distinguer l'attention esthétique de l'attention commune, Schaffer souligne que, je cite, l'importance des investissements affectifs en situation d'attention esthétique constitue un puissant facteur de densification de l'expérience parce qu'elle intensifie notre implication psychique dans le processus attentionnel. Donc je vais décoder un peu tout ça. En d'autres termes, il n'est pas de relation esthétique sans engagement émotif. Le sentiment d'indignation à l'encontre de François Garde et de Colin Johnson, qui résulte tant de l'expérience esthétique que de l'activité judicatoire. Alors, l'activité judicatoire, c'est Schaffer qui l'utilise, c'est tout simplement le jugement. Hein. Mais quand vous êtes philosophe, il faut un peu enrober les choses pour que ça sonne bien. Donc, je reprends le sentiment d'indignation à l'encontre de François Garde et de Colin Johnson, qui résulte tant de l'expérience esthétique que de l'activité judicatoire, et par conséquent légitime. Et l'esthéticien d'observer, à la suite des travaux du psychologue Richard Lazarus, que si, je cite, la cognition et les émotions forment deux systèmes structurellement corrélés, il existe bien de rares situations dans lesquelles il est possible de dissocier l'évaluation cognitive de l'évaluation émotive. L'intellectualisation fait partie de ces rares occurrences. Donc quand vous intellectualisez un livre et que vous commencez à le décortiquer, ça fait partie de ces choses-là. Donc, au même titre que la neutralité axiologique de l'enquête scientifique, donc une enquête scientifique, et le détachement. Bon. Or, l'activité judicatoire ou le jugement dans le geste critique, dont le détachement a souvent été perçu comme un facteur d'objectivité indispensable dans l'optique selon laquelle émotion et connaissance étaient perçus comme deux systèmes concurrentiels, découle bel et bien d'un processus d'intellectualisation dont la fonction herméneutique est classiquement comparée à une enquête judiciaire. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une très grande tradition académique, on a toujours voulu refouler les émotions et de dire qu'on va porter un regard objectif sur les choses, et pour ça, c'est un regard qui dont on va dire qui s'inspire ou qui est basé sur la raison. Donc, comme si on menait une enquête judiciaire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles qui ont été faits dans la littérature par rapport à ce poncif. Dans le récapitulatif des versants négatifs et positifs des systèmes concurrentiels que Schaffer propose, la version optimiste voudrait que les processus cognitifs soient en mesure de contrôler la réaction irrationnelle provoquée par les émotions. Donc, s'ils sont concurrentiels, c'est de dire la raison va contrôler les émotions. Première approche. Dès lors, et dans la droite lignée de la réflexion menée par Peter McCormick, nous serions en droit de nous demander comment la lectrice professionnelle que constitue Stephanie Anderson, donc quelqu'un qui a cette démarche universitaire de séparer raison et émotion et de dire la raison va contrôler mes émotions, je vais passer outre mes émotions et voir de plus près cette chose. Donc comment je disais comment la lectrice professionnelle que constitue Stephanie Anderson, censée être très au fait du statut particulier de la fiction, peut-elle éprouver de l'indignation en lisant les aventures d'un personnage romanesque, tout en sachant pertinemment que ce dernier n'est qu'un être de papier, et que la teneur de ce qu'il advint d'un sauvage blanc n'est que représentation imaginaire dénuée de toute valeur documentaire. Ça, c'est la première question que l'on peut poser de manière objective. À considérer à présent la version pessimiste des systèmes concurrentiels, qui voit les émotions comme des réactions irrationnelles qui pourraient biaiser les processus cognitifs. Ça veut dire, en gros, les émotions vont obscurcir la raison. On est en droit de se demander si les émotions sont, en ce cas précis,
imperméable à la persuasion rationnelle, comme il se produit en certaines circonstances. Doit-on considérer ces lecteurs professionnels comme assujettis à la puissance affective de l'œuvre littéraire? Au regard des thèses neuroscientifiques d'Antonio Damasio, qui ont établi que la capacité d'exprimer et de ressentir des émotions est indispensable à la mise en œuvre des comportements rationnels, il est vain de vouloir séparer, sinon opposer, à l'image des systèmes concurrentiels, connaissance et émotion qui ont partie liée. Damasio disait en gros que tout processus rationnel sous-tendait une émotion, et toute émotion était impulsée par la raison, donc ou un processus d'intellection. Donc voilà. Et c'est sur ce postulat que les neurosciences ont commencé à développer le champ littéraire ou l'apport des neurosciences dans le champ littéraire. Autre interrogation pour qui s'intéresse à la dimension imaginative de la réception littéraire. Comment ce qui est dépourvu de toute existence et de réalité peut-il générer des sentiments bien réels chez le lecteur? Alors, là, il y a deux choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça s'appelle le paradoxe de la fiction. Je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va être fini d'ici le mois de décembre, qui va s'appeler La séduction de la fiction, dans lequel je traite, dans un chapitre complet, le paradoxe de la fiction. Mais je vais apporter deux éléments de réponse donc, qui vont un peu court-circuiter mon raisonnement. Le premier, par rapport à ce que dit Jean-Marie Schaeffer. Donc, il semblerait que Jean-Marie Schaeffer ait une issue à cette aporie lorsqu'il avance que, même en contexte imaginatif, où la fictionnalité des causes de l'émotion est indéniable, les émotions éprouvées par les lecteurs lors de la réception littéraire demeurent véritables et nécessitent un surinvestissement énergétique identique à celui que tout individu mobiliserait dans certaines situations de la vie réelle. Donc, pour lui, il n'y a pas de paradoxe et voilà, on est en mesure d'avoir des sentiments pour des choses soit imaginaires, etc. L'autre apport que je voudrais faire à ce moment précis de l'exposé, c'est une étude qui a été faite, une étude contrastive entre la réception d'un extrait d'un documentaire et la réception d'un extrait d'une fiction. Et il en ressort que les deux ont un impact sur la psyché. Donc c'est ce que je disais un peu en début d'exposé, c'est-à-dire que les écrits ne sont pas si inoffensifs que cela, et même sous couvert de la fiction, ils ont un impact certain sur la psyché. Donc ce phénomène de croyance par rapport à des écrits, même si ils sont dans un cadre fictionnel, peuvent donc impacter le lecteur, ce qui expliquerait la réaction de Stephanie Anderson. Voilà. Je développerai tout ça, pas dans cet exposé, mais dans une autre conférence peut-être, ou alors dans ce fameux livre. Je reprends. L'indignation serait-elle motivée par des sentiments de jalousie, voyant ainsi le jugement personnel obscurcir le jugement professionnel? Rappelons que Stephanie Anderson est l'auteur de Pelletier de Forgotten Castaway of Cape York, qui a été publié en 2009, un documentaire sur le sujet qui a inspiré la fiction de François Garde, dont le succès est sans commune mesure avec le lectorat plus confidentiel de l'ouvrage de l'ethnologue. Certains esprits chicaniers pourraient même voir dans cet acharnement, car Stephanie Anderson a médiatisé son indignation sur des supports multiples, une opération commerciale qui chercherait à se rattacher à l'œuvre de Garde afin de capitaliser sur son succès d'édition. Alors là, je me fais un peu mauvaise langue, mais je m'interroge surtout sur, on va dire, l'entreprise de Stephanie Anderson, qui ne s'est pas contentée d'écrire un article et de l'envoyer à une revue, comme on le fait d'ordinaire. Elle a utilisé bon nombre de blogs, de supports, ça a tourné partout, elle a traduit son article en anglais, il y avait comme un acharnement, me semble-t-il, par rapport à ce livre. Je dirais pas qu'il est injustifié, mais qu'il est assez inordinaire
pour qu'on ne le remarque pas. Donc, quant à Anita Heiss, ce qu'elle reproche aussi à Carlin Johnson, c'est d'avoir joui indûment d'une fonction, d'un espace médiatique et littéraire qu'un véritable écrivain aborigène aurait pu occuper pour connaître la notoriété à son tour. Et ça, je l'invente pas, je vais pas vous lire l'extrait, mais c'est le fameux ouvrage d'Anita Heiss qui dit en fait, ben oui, on va pas s'amuser à donner la parole sur des questions aborigènes ou sur enfin par rapport à des représentations littéraires aborigènes à des écrivains non aborigènes, parce que tout ce qui est publié, ben c'est autant de terrain que l'on n'occupe pas, que l'on pourrait occuper, que l'on n'occupe pas. Donc comme si dans cette conception, il y aurait un espace limité et que ce qui est déjà publié ne sera plus publié sous un autre angle, ni sous une autre plume, ni... donc je trouve ça un peu curieux comme argument, mais c'est l'argument qui a été officiellement avancé par Anita Heiss. Loin d'être confronté à l'immonde dans le roman de François Garde, le dégoût manifesté par Stephanie Anderson n'est pas tant esthétique qu'éthique. Ce ne sont donc pas les neurones miroirs découverts par Giacomo Rizzolatti qui sont responsables de cette émotion, si tant est que la théorie empathique des neurones miroirs s'applique à la littérature. Alors, la théorie des neurones miroirs, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, ça a été diffusé dans les années 90, je crois. En gros, c'est par rapport à des macaques qui ont vu que faire des choses ou regarder un autre animal faire ces mêmes choses, ça active les mêmes régions du cerveau, et donc du coup, il n'y a pas grande différence. Donc les représentations sont traitées de manière égale que les actions par l'esprit. Alors, de là, tout le monde y est allé en se disant « ouais, c'est génial, on va en faire des arguments littéraires », sauf que il y a des petites choses qui se passent en plus dans le processus de lecture. C'est ce qu'on appelle la régrédience. Je ne sais pas si ça vaut le coup de développer ça. En gros, la régrédience, c'est la mise en image de ce que vous lisez, mais qui est parfaitement subjective. Donc, à mon sens, il y a là deux situations complètement distinctes entre, par exemple, je vais lire un roman et je vais voir quelqu'un lire un roman et voilà les choses. Ou alors, je vais lire un roman où il y aura une situation de quelqu'un qui sera en train de lire un roman et il me semble qu'il y a un filtre subjectif qui est rajouté dans cette opération qu'il n'y a pas dans l'opération visuelle. C'est un peu comme, par exemple, des études qui s'amusent malheureusement à amalgamer sous le terme de la fiction des productions audiovisuelles et la littérature. Là, c'est pareil. Il y a plein de phénomènes qui sont propres à l'audiovisuel, qui ne s'appliquent pas à la fiction et inversement. Et l'impact, on va dire, par rapport à un film, il y a par exemple ce qu'on appelle le plaisir scopique, qui est lié à le fait de prendre plaisir aux images, qui est partagé par tout le monde, évidemment, sauf les personnes atteintes de cécité ou les malvoyants. Mais ce que je veux dire, c'est que en règle générale, tout le monde partage ce plaisir, et c'est les mêmes images qui sont traitées par nos esprits. Peu de chance pour qu'il y ait des distorsions. En revanche, si je lis un extrait d'un roman, les images que je vais m'en faire seront personnelles. Et chacun d'entre vous, si on pouvait comparer justement cette mise en image, je ne sais pas si la science pourra le faire un jour, mais enfin si on pouvait comparer cette mise en image, on s'apercevra que elle est singulière pour chacun d'entre vous, et que ma vision n'est pas la vôtre, et inversement. D'où mon bémol concernant ces fameuses études qui traitent de la fiction en traitant à la fois des mangas, tout ce que vous voulez. Il y a trop d'amalgame à mon sens pour des questions aussi pointues que cela. Donc, fin du chapitre sur les neurones miroirs.
Dans l'hypothèse où Stephanie Anderson aurait, au cours de l'immersion fictionnelle, c'est, voilà, vous êtes absorbé par votre bouquin, lu une scène dans laquelle un personnage exprimerait du dégoût et qu'elle en viendrait à l'éprouver elle-même, la détestation du livre et la colère de l'ethnologue proviendraient moins de sa volonté de voir en la fiction un monde possible pour y déceler quelques vérités, que de la force empathique qui tendrait à prouver le primat des émotions sur la raison. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que si toutefois il y avait une scène de dégoût, genre, je sais pas, du vomi ou je ne sais quoi, et que la lectrice serait à se dire « ah, voilà », ça serait, selon les explications scientifiques, l'œuvre des neurones miroirs. Là, il ne s'agit pas d'histoire de neurones miroirs ou d'empathie, il s'agit simplement d'une position éthique. Donc, ce n'est pas le cas. Fait curieux, la représentation littéraire de ce qu'il advint du sauvage blanc, jugé préjudiciable, n'indigne que les spécialistes de la question aborigène, ceux qui précisément sont en mesure de voir le décalage entre la fiction proposée et la réalité. La comparaison elle-même met insidieusement, de facto, la fiction et la réalité sur un même plan, en leur donnant la même valeur, précisons à l'éthique, c'est-à-dire une valeur qui touche la vérité, et la même finalité, à savoir l'outrage, dans laquelle s'immisce une polarité morale. Selon une perspective constructiviste forte, où, je cite, les émotions n'ont de réalité qu'en fonction des normes sociales qui soutiennent leur existence. Ça, je prends l'article de Samuel Lépine. On serait fondé à penser que l'engagement émotif de Stephanie Anderson provient de son conditionnement social, du fait qu'elle partage les mêmes conceptions morales et valeurs que son groupe social, c'est-à-dire la communauté des ethnologues. L'on pourrait donc admettre, à peu de frais, avec Samuel Lépine, que, je cite, « l'expression des émotions, ici, relèverait donc d'un processus symbolique de coordination sociale. Cette thèse reviendrait à dire, en manifestant mes sentiments, je manifeste mon appartenance au groupe, mon adhésion à ses normes et ses valeurs, dans la mesure exacte où j'y suis incité et pressé par le groupe. » Fin de citation. En tout état de cause, le scandale qu'engendre l'indignation prend les lecteurs professionnels par surprise, puisqu'il ne fait partie intégrante ni du dispositif de la réception littéraire, ni de l'expérience esthétique. Selon la tripartition opérée par Schaeffer, l'indignation dans ces manifestations-ci n'est pas une sensation évaluante de base, mais bien une émotion à contenu intentionnel, au même titre que le mépris, la colère ou la haine. En conséquence, ce phénomène émotif implique la représentation d'un objet. Les cas de Gard et de Johnson tendraient à prouver, pour reprendre la terminologie sous la plume de Samuel Lépine, que, je cite, ce sont les objets formels qui déclenchent les émotions davantage que les objets particuliers. Pour le dire autrement, ce qu'il advint du sauvage blanc, soit l'objet particulier, n'est pour rien dans l'engagement émotif de Stephanie Anderson, puisque ce même livre a suscité l'admiration de nombreux critiques, mettant ainsi l'accent sur la singularité des vies affectives des lecteurs. La principale cause de l'état d'indignation se loge dans la valeur attentatoire à la dignité humaine des représentations littéraires de François Gard, soit l'objet formel. De la même manière, ce ne sont pas ce que j'appelle les hétéro-représentations, c'est-à-dire les représentations faites par un tiers. Donc, pareil, là, il y a les auto-représentations, les hétéro-représentations. Les auto-représentations, c'est par exemple la fiction, l'autobiographie, etc. Les hétéro-représentations, c'est quand vous représentez quelqu'un sans en faire partie, en fait. Voilà. Donc, Colin Johnson n'est pas aborigène et il parle des aborigènes. Voilà ce que ça veut dire en fait. Donc de la même manière, ce ne sont pas les hétéro-représentations de Colin Johnson qui suscitent l'indignation, mais plutôt sa posture, c'est-à-dire son personnage public d'écrivain qui se veut aborigène. Sinon, son imposture, à savoir l'usurpation d'identité, qui représente l'objet formel. Est-ce à dire que l'objet livre en lui-même est considéré dans son ensemble ne suscite aucune émotion? Ou en revanche, le livre est-il chez le lecteur à l'origine d'une constellation affective issue à la fois des objets particuliers et formels, constellation au sein de laquelle une émotion, en l'occurrence l'indignation,
pourrait prendre le pas sur les autres? À ce moment-là, les émotions négatives l'emporteraient-elles systématiquement sur les émotions dites positives? Autant de pistes que la recherche en neurosciences pourrait explorer en prenant le relais de notre enquête herméneutique. Et là, je conclus. Par l'exploration du sentiment d'indignation lié à la réception de 2 scandales littéraires issus des espaces francophones et anglophones, ayant trait conjointement à la représentation fictive des aborigènes, les cas de Colin Johnson et de François Garde, nous renseignent indirectement sur le statut de la fiction et soulèvent bien des questions à propos des émotions, notamment celles dont la valence hédonique est négative. Cette étude comparative tend aussi à apporter la preuve irréfutable que les émotions interviennent de façon causale sur nos actions, de manière positive ou négative, jusqu'à infléchir notre jugement, fût-il esthétique ou autre. On s'accordera donc à penser avec Jean-Marie Schaffer que l'évaluation dans le geste critique n'est pas tant un processus judicatoire, c'est-à-dire n'est pas tant un jugement, qu'un processus fondamentalement émotif, quelle que soit la part d'intellection qui le sous-tend. On est en droit de se demander, à la lumière de ces réflexions sur l'indignation, dans la réception littéraire, si cette émotion ne participe pas d'une logique destructrice pour assouvir, au-delà de la conscience morale qu'elle prétend instituer, des desseins plus politiques, sinon personnels. Merci de votre attention. Des questions? Je suis assez intéressée par le sujet que vous annonciez tout à l'heure, enfin une partie du sujet, l'influence de la littérature sur le cerveau, même si ce n'est pas le thème central de votre conférence. Sur ce sujet ou... Si vous pouviez nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en fait, ça... Voilà. Je vais simplement esquisser le sujet parce que ça fait partie des derniers chapitres que je dois écrire et c'est pas encore finalisé. Mais il y a depuis quelques années, je crois depuis moins d'une dizaine d'années, tout un tas d'arguments qui fleurissent ici et là concernant les bienfaits de la fiction. Et parmi ces arguments, il y a les sempiternels arguments de dire que ça contribue à la richesse patrimoniale. Donc, en fait, il y a 2 arguments qui ont été développés depuis la nuit des temps que Scheffer a synthétisé. C'est ce qu'on appelle le projet descriptiviste et le projet normativiste. Alors, projet descriptiviste, c'est en gros la littérature dans une classe. Vous êtes là, c'est étudié. Je vais caricaturer, mais entourer les personnages, souligner les repérages, etc. Je veux dire, c'est une approche techniciste. Donc, c'est ça, l'approche descriptiviste, c'est d'écrire l'extrait ou l'œuvre. Ensuite, il y a l'approche normativiste qui est l'approche pour instituer une norme. Et donc là, une norme culturelle. Donc ça rentre dans le volet patrimonial. Dans une conférence à l'université en 2015, j'ai rajouté 2 autres projets, le projet abréactif et le projet éthique. Le projet abréactif, c'est un projet qui consiste à utiliser la littérature pour justement faire sortir les émotions. Et donc, ce n'est plus une étude de la littérature en tant qu'objet académique, mais c'est plus l'autre versant, c'est-à-dire la pratique littéraire, l'écriture littéraire, à savoir, et ça a pour filiation la médecine narrative aux États-Unis. Donc là encore, je vais synthétiser, mais en gros, ils se sont rendus compte que pour que les infirmiers et autres personnels médical soient plus, on va dire, efficaces ou sensibles à leurs patients, ils se sont rendus compte qu'il y aurait un intérêt à faire écrire leur expérience au quotidien avec les patients. Et par le biais de l'écriture, en investissant émotionnellement ces écrits,
les patients développaient plus d'empathie vis-à-vis, pardon, le personnel médical développait plus d'empathie vis-à-vis des patients. Et c'est ce que je propose donc pour nos établissements scolaires, c'est-à-dire de ne plus tout à fait orienter à 100% l'étude des lettres par des dissections d'œuvres, mais de faire peut-être du 50-50 ou du 60-40, 40 pour la pratique littéraire, et d'encourager justement les élèves à faire des productions dans des situations bien spécifiques, sans que ce soit trop guidé, mais par exemple parler d'une situation qui les a touchés. Alors ça peut être plein de choses, hein, parce que il y a des chercheurs, Véronique Larrivé, etc., qui ont mis en place des protocoles. On peut faire réagir les étudiants, les élèves avec de la musique. On peut partir d'un sens, faire toucher un textile ou je ne sais quoi, dire ce que ça évoque. Il y a plein de moyens de justement de déclencher cette abréaction. Et le projet éthique, c'est en fait, en gros, pendant très longtemps, on a nourri les élèves de contes, essentiellement, pour la division du bien et du mal, si c'est autre chose. Et je pense qu'on gagnerait, là encore, à enseigner d'autres formes, comme ce qu'on appelle la littérature de l'empathie, pour justement développer cette approche humaniste que l'on peut retrouver par ailleurs, mais qui est un peu noyée dans la masse de ce que l'on propose au collège et au lycée dans les programmes officiels. Alors, j'ai appris aujourd'hui que cet article, enfin, il y a eu 2 articles qui ont été faits de cette conférence. Le premier va être publié dans le bouquin sur le destin commun qui va sortir en janvier-février, là, chez Presse universitaire de Nouvelle-Calédonie / CDP. Donc, c'est cet article sur l'intelligence empathique. Et le deuxième article qui traite plus spécifiquement de ça, si ça vous intéresse, ça va sortir au mois d'avril dans une revue qui s'appelle Dialogue, qui est une revue pédagogique de la métropole. Donc il faut taper Dialogue, etc. Et voilà, vous aurez accès à tout ça. Donc je vais pas développer plus que ça aujourd'hui. Bon, j'ai juste rajouté un commentaire puisque donc juste avant de venir, je m'étais posé la question si le sujet en question n'était pas polémique, parce que il se trouve que donc au Brisbane Writers Festival qui a eu lieu en septembre, ils ont invité Lionel Shriver qui a écrit We've Got to Talk About Kevin et d'autres fictions, et qui a fait un discours inaugural assez polémique, sans reprendre ce que je disais là, mais qui défendait un peu la thèse de la littérature comme espace d'expression. Et au cours de son exposé, donc évidemment, un autre écrivain a quitté l'Assemblée. Là encore, s'est indigné, s'était penché sur des blogs, le lendemain a écrit dans un journal, je crois que c'est The Guardian ou je ne sais quoi. Donc voilà, sur cette prise de position. Je comprends très bien qu'il y a beaucoup d'affect autour de cela, de cette question, parce que, comme je vous l'ai dit, les écrits ne sont pas innocents. Mais d'un autre côté, j'aimerais plutôt proposer de revoir la démarche, à savoir que il serait beaucoup plus fécond, me semble-t-il, d'être dans la proposition que dans l'interdiction. Dans notre société, qui est une société qui tend à être de plus en plus éthique, on le voit par rapport à l'agriculture, etc., ou toutes les choses que nous consommons. Et la fiction est aussi un bien de consommation, donc
Il y aurait peut-être une démarche plus subtile à proposer de la même sorte qu'il y a, j'ai noté tout à l'heure, une agriculture écologiquement responsable, donc pourquoi pas ne proposer une écriture déontologiquement responsable, mais comme proposition, c'est-à-dire pas comme censure ou je ne sais quoi, et libre à chacun d'adopter ou non cette démarche. Après, les personnes qui ne souhaiteraient pas adopter cette démarche seraient clairement identifiées comme des personnes peut-être voulant faire tort aux autres ou préférant on va dire, l'omnipotence créatrice que d'être sujet à des formes de censure. Mais voilà, la démarche m'a semblé gênante à la base de mettre en place des règles pour finalement restreindre l'espace littéraire, au lieu de laisser ça à l'appréciation des uns et des autres par rapport à une démarche éthique personnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Je crois que nous allons clore cette conférence. Merci Jean-François. Mais c'est moi, merci d'être venu, d'avoir bravé les embouteillages et tout ça.